Procédure civile et procédure pénale. Le droit et la justice sont deux concepts intimement liés. Or, la justice n'est pas rendue dans l'abstrait. Si je demande justice, c'est parce que je considère qu'une situation injuste s'est produite. En d'autres termes, je recherche la justice auprès d'une personne légitime à se prononcer afin d'obtenir une solution à une situation concrète. La nature des litiges soumis au juge va influencer la procédure applicable. Les règles de procédure sont principalement définies dans le Code de procédure civile et on distingue des règles qui sont communes à l'ensemble des juridictions et des règles spéciales à certaines juridictions, comme par exemple le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance, le conseil des prud'hommes ou encore le tribunal paritaire des affaires sociales. Donc la nature influence la juridiction compétente. Mais si l'on remonte à un échelon encore supérieur, on voit que la nature de l'affaire qui va venir devant le juge va même influencer le choix de l'ordre compétent. Notre système de justice est organisé autour de deux ordres, l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Le premier de ces ordres est compétent pour connaître des litiges entre les usagers de l'administration et les services de l'État. Le second ordre, l'ordre judiciaire, va quant à lui connaître des autres litiges, c'est-à-dire litiges entre personnes privées ou infractions pénales définies par le Code pénal. Il est courant de mentionner que ces deux ordres, et même les procédures qui la composent, ordre administratif et ordre judiciaire d'une part, procédure administrative, procédure civile et procédure pénale d'autre part, sont indépendants les uns des autres. Mais ce serait oublier, en affirmant cela, que ces différentes procédures jouent un rôle les unes par rapport aux autres, voire interagissent les unes avec les autres. C'est tout l'enjeu de la théorie générale du procès et du droit processuel qui est en plein développement à l'heure actuelle. Les quelques mots qui suivent vont cependant être consacrés au seul ordre judiciaire. L'ordre judiciaire est composé de deux types de juridictions. Les juridictions que l'on va qualifier de civiles et les juridictions que l'on qualifiera de pénales ou répressives. Les premières d'entre elles, les juridictions civiles, sont compétentes pour connaître des litiges entre particuliers. Les juridictions répressives ou pénales vont quant à elles connaître de la commission des infractions. On peut relever que les juridictions civiles ne prononcent jamais de peine d'emprisonnement. La notion même de peine ne devrait d'ailleurs pas s'appliquer devant les juridictions civiles, même si à l'heure actuelle on voit une certaine évolution, pour ne pas dire une évolution certaine, vers le prononcé de sanctions qui seraient punitives. De leur côté, les juridictions pénales vont prononcer des peines d'enfermement. Ce peut être la réclusion ou l'emprisonnement, mais également prononcer des peines d'indemnisation, ce peuvent être des dommages et intérêts, ou encore toute une kyrielle de peines complémentaires qui peuvent aller du port du bracelet électronique jusqu'à un certain nombre d'interdictions d'exercice. Quant à leurs compétences, la juridiction civile connaît, comme son nom l'indique, des litiges civils. Ce peuvent être des litiges entre particuliers, par exemple deux personnes qui se disputent la propriété d'un terrain. Ce peuvent être des litiges relatifs à la responsabilité civile. On en a connu un certain nombre d'exemples fameux avec toutes les procédures qui ont été intentées dans le cadre des accidents liés aux glissades sur les frites dans les McDonald's et autres fast-food. Elles connaissent également des contentieux entre employeurs et employés. Le contrat de travail, par exemple, va relever de la compétence du Conseil des prud'hommes. Ce peuvent être encore des litiges relatifs aux activités commerciales qui relèveront à cet égard du tribunal de commerce. Les juridictions pénales ou répressives ont quant à elles à connaître de la commission des infractions. En première instance, on en trouve trois distinctes. Le tribunal de police qui connaît des contraventions, le tribunal correctionnel qui connaît des délits et la cour d'assises qui connaît des crimes. Donc ces infractions sont définies par le Code pénal et ne peuvent pas venir devant les juridictions civiles. À l'opposé, on peut avoir une interaction devant les juridictions pénales entre les actions répressives et les actions civiles qui peuvent être portées conjointement à l'action pénale.
Chacune des décisions rendues en première instance, lorsqu'elle est rendue à charge d'appel, peut être portée devant la cour d'appel. Les décisions de première instance sont généralement appelées jugements, alors que les décisions de la cour d'appel seront qualifiées d'arrêt pour montrer qu'elles sont en supériorité hiérarchique, c'est-à-dire que la cour d'appel se situe au-dessus des tribunaux de première instance. La cour d'appel est quant à elle composée de magistrats plus expérimentés qui ont acquis leur expérience auprès des juridictions de première instance et qui vont rejuger l'affaire tant en fait qu'en droit pour corriger les erreurs éventuelles qui auraient été commises en première instance. Donc cette cour d'appel a vocation à garantir qu'il y aura une bonne justice et que une bonne justice ne peut pas être rendue s'il n'y a pas de possibilité de recours. Une fois l'appel rendu, le plaideur a encore la possibilité de saisir la Cour de cassation qui, par rapport aux autres juridictions, présente deux spécificités notables. La première des spécificités est géographique, puisqu'il n'y a qu'une seule Cour de cassation sur l'ensemble du territoire français, qui siège à Paris, quai de l'Horloge. Et la deuxième spécificité de la Cour de cassation est qu'il ne s'agit pas d'un troisième degré de juridiction. Elle ne juge pas les faits, elle ne va que censurer les éventuelles erreurs de droit prononcées dans la décision des premiers juges. On le voit, la répartition des litiges répond donc à la nécessité d'une bonne justice. Et sur ce point, l'organisation des institutions judiciaires est très claire et très nette. On voit que les juridictions sont réparties en première instance, appel et cassation, mais elles sont également réparties géographiquement pour mailler le territoire. Chaque personne qui va saisir un juge devra donc se poser plusieurs questions. La première question est de savoir quel juge est compétent pour connaître de la matière qui m'intéresse. J'ai un litige avec mon voisin qui porte sur 2000 €. Est-ce que je dois aller devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance? C'est ce qu'on appelle la compétence matérielle. J'ai un litige avec mon employeur. Dois-je aller devant le tribunal de grande instance ou devant le conseil des prud'hommes? On est encore dans une question de compétence matérielle. Une fois que j'ai déterminé la compétence matérielle, c'est-à-dire à quel type de juridiction je dois m'adresser, je dois encore me poser la question de la compétence territoriale de la juridiction, puisque le maillage me permet d'avoir des juridictions relativement proches de mon domicile. La question est alors de savoir si je dois saisir la juridiction du ressort de mon domicile ou du ressort du domicile du défendeur. Cette dernière solution étant en général la solution retenue. Donc on a deux séries de compétences, la compétence matérielle et la compétence territoriale qui viennent se greffer sur la distinction des juridictions civiles et pénales. Donc on peut dire que la question même de la définition de la juridiction compétente pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses et que le plaideur non averti serait bien avisé de s'adresser à un avocat pour ne pas se perdre dans les méandres de la détermination de la juridiction compétente. On le voit, la détermination du litige ne viendra donc que comme une question finalement assez secondaire par rapport à la définition de la juridiction compétente. Et cela peut du reste expliquer beaucoup de frustration des plaideurs qui ne comprennent pas toujours pourquoi la question est si complexe. C'est oublier plusieurs séries d'autres questions. Si le litige est international, laquelle des juridictions sera compétente ? Celle de mon pays ou celle de l'ordre juridique dont relève l'autre partie. C'est oublier aussi qu'une même question peut impliquer un certain nombre de procédures différentes et je peux avoir par exemple des interactions entre des questions relevant de la procédure administrative et des questions relevant de la procédure civile et ou pénale. Dans tous ces cas, la procédure va se complexifier avant même de poser la question intéressante, c'est-à-dire la question concrète à laquelle j'espère avoir une solution. En d'autres termes, il y a un vrai travail de pédagogie à faire sur la détermination de la juridiction compétente, car on se rend compte que finalement, si l'on se trompe au départ, on peut perdre beaucoup de temps et par conséquent beaucoup d'argent.